bonjour à tous et toutes, évidemment à la Cinémathèque française. Ça nous fait extrêmement plaisir de pouvoir consacrer cette rétrospective à une cinéaste comme Lucila Tsihalilović. On a commencé cette rétrospective avec une avant-première de son dernier film, La Tour de glace, lundi dernier. Le film est en salle depuis mercredi. Et je trouve que c'est particulièrement intéressant de commencer un petit peu ce week-end qui sera un peu consacré à elle, puisqu'elle a une œuvre assez courte, 4 longs métrages en comptant celui qui est sorti mercredi et des courts métrages. Et je disais, c'est intéressant de commencer avec un film comme Innocence. Il y a 20 ans, quasiment, qui sépare Innocence de La Tour de glace. On retrouve Marion Cotillard d'un film à l'autre. Et dans toute sa filmographie, on aura l'occasion de revenir dessus, on voit qu'il y a à la fois une évolution entre tous ces longs métrages et en même temps quelque chose de très ferme, de très radical qui est gardé tout au long de sa filmographie. Aujourd'hui, vous allez voir le film dans une copie 35, vous avez de la chance. Et je trouve qu'un samedi après-midi de septembre un peu pluvieux est peut-être le temps parfait pour regarder un film comme Innocence. Je ne vais pas vous dire grand-chose sur le film parce que je pense que c'est important de ne pas dire grand-chose. Et puis de toute façon, Lucila Tsihalilović nous rejoindra juste après le film pour pouvoir s'entretenir avec moi, avec vous. Vous pourrez lui poser toutes les questions que vous voulez sur ce film et sur le reste de sa filmographie. Et donc, je vous demanderai juste peut-être de vous plonger dans un état second, un état un peu d'angoisse et d'émerveillement, un état de rêve pendant ces 2 heures de film. Et j'espère vous revoir nombreux à la fin. Merci beaucoup. Bonne séance. Je vais vous demander d'accueillir très chaleureusement Lucila Tsihalilović, s'il vous plaît. Merci beaucoup de nous rejoindre après ce film. Donc on vient de voir ton premier long métrage. Peut-être qu'on pourrait commencer par le commencement, c'est-à-dire parler de l'origine de ce film, c'est-à-dire l'adaptation d'une nouvelle, une nouvelle de Frank Wedekind, qui est un auteur symboliste allemand du 19e siècle, si je ne dis pas de bêtises. Oui, toute fin du 19e, en fait, il a écrit, c'est un dramaturge. Il a écrit La boîte de Pandore, L'éveil du printemps, dans les toutes premières années du XXe siècle. Et ce texte aussi, à ce moment-là, voilà, il est connu beaucoup, je pense, pour ses pièces de théâtre. Oui, notamment le personnage de Loulou, qui donnera le personnage de Loulou dans les films de Pabst plus tard, par la suite. Et en fait, c'est une... Oh, pardon, non, c'est La boîte de Pandore. C'est ça. Et... en fait, c'est une nouvelle assez courte et qui fait 4 chapitres à peu près, et tu n'adaptes que le 3e chapitre, celui du milieu, je crois. Ah bon. Pardon, je suis étonnée, mais c'est possible. En fait, moi, c'est à l'époque, quelqu'un m'a fait lire ce qui était comme une nouvelle, toute seule, donc j'ai pas eu le sentiment que je prenais qu'une partie. Mais peut-être que ça a été publié autrement ailleurs ou plus tard sur plusieurs chapitres. Et donc, ça s'appelait Minet A, l'éducation corporelle des jeunes filles. Et je me souviens quand j'ai lu ce texte, donc je connaissais très peu Wedekind, je dois dire, je savais qu'il avait écrit les pièces, je connaissais L'éveil du printemps en fait seulement. Et quand je l'ai lu, j'ai trouvé ça absolument incroyable, fascinant, et en même temps, je l'ai lu. Il y avait une tension énorme comme ça, je me disais, mais alors qu'est-ce que c'est qui est derrière ce monde, cette école, et à la fin, c'est quoi? Mais il n'y a pas d'explication. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était ça qui était super. En fait. On dit souvent que, et c'est peut-être ça peut-être qui t'a plu dans cette nouvelle, que ton cinéma et ton œuvre en fait travaillent un rapport à l'enfance et surtout au conte. Et peut-être dans cette nouvelle-là, il y a un aspect un petit peu de conte et de circuit fermé. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a particulièrement plu dans cette œuvre-là? Oui, d'abord ce qui m'a fasciné, c'était incroyable comment en fait la nouvelle, elle est beaucoup axée sur les émotions des jeunes filles. Dans la nouvelle, c'est plutôt des jeunes filles, c'est plutôt des adolescentes, mais elle est beaucoup axée sur leurs émotions. Je trouvais ça incroyable qu'un homme écrive une espèce depuis l'intérieur, ce que pouvaient ressentir des jeunes filles de cette époque. Mais voilà, j'ai trouvé des échos aussi de mon époque à moi. Et déjà, c'est ça qui m'a fascinée, c'est ce monde de filles, en fait, parce que
j'avais rarement lu, mais surtout rarement vu au cinéma des mondes de filles, de groupes de filles entre elles, et voilà, de jeunes filles, voire de petites filles en l'occurrence, puisque moi j'ai plutôt voulu faire ça avec des enfants. C'est ça déjà qui m'a plu chez Wedkin dans cette nouvelle. Il y avait quelque chose d'extrêmement sensoriel, le rapport à la nature, le rapport à la danse. Dans la nouvelle, il y a aussi le rapport à la musique en fait. Dans la nouvelle, elles font de la danse et de la musique. Et moi, je me suis dit que c'était trop compliqué de chercher en plus des enfants qui auraient joué d'instruments, etc. Et puis, il y avait le côté sciences naturelles que j'ai mis à la place. Mais effectivement, le côté conte, fable, ça m'a beaucoup plu. Le fait que ce soit à la fois un paradis et puis une prison, si on veut, enfin voilà, un enfermement. Et comment parler de l'utopie de l'éducation, c'est ça qui m'a beaucoup plu. Par rapport à la nature, je voulais dire, peut-être si jamais les gens se posent la question de qu'est-ce que c'est Minéa. Minéa, c'est en fait, ça renvoie à un poème américain. Je suis sûre que tu as peut-être noté. Non, pardon, c'est un poète très connu et tout d'un coup, je ne me souviens plus, mais sûrement des gens ici savent. Minéa, c'est une petite indienne, et c'est ce qui veut dire oriente, et c'est aussi dans son rapport à la nature. Voilà. C'est juste, je pense que la nature, c'est aussi un élément qui m'a beaucoup plu dans cette histoire. Et l'eau, l'importance de l'eau. Je trouvais que c'est très cinématographique de filmer des rivières, des flots, des fontaines, voilà. Il y a un truc aussi dans la nouvelle et qu'on retrouve beaucoup dans ton film, c'est un certain rapport au corps. J'ai l'impression quand on lit la nouvelle de Wedekind que ce rapport au corps, comme tu dis, il a quelque chose d'un petit peu utopique, parce qu'on est quand même au 19e siècle, donc c'est parler aussi d'un sujet qui semble un peu tabou à l'époque, c'est celui du corps des filles qui grandissent, etc. Mais j'ai l'impression quand même que tu changes un petit peu dans ton film ce rapport-là, moins utopique et un peu plus inquiétant, justement. Oui, en fait, donc Wedekind, il a écrit ça à une époque justement où on essayait réfléchissait à des utopies sur l'éducation, sur la libération du corps, et notamment, effectivement, le corps des filles, dans l'éducation, etc., les rapports à la danse, et tout ça. Il y a beaucoup de mouvements en Allemagne, en Autriche, en Suisse, à cette époque-là, qui travaillent là-dessus. Et par ailleurs, dans la nouvelle, c'est déjà des adolescentes, et il y a l'idée à la fois de très grande liberté dans ce lieu, justement, enfermé, protégé, et en même temps d'une ignorance totale on va dire, de la sexualité, et en même temps, il y a ce rapport au corps. Voilà. Et moi, donc, ça fait écho avec on va dire, mon époque, le moment de mon adolescence, etc., dans les années 60-70, où il y avait aussi ces utopies qui aussi ont été désenchantées par la suite, etc. Je pense qu'avec le regard d'aujourd'hui, ou peut-être c'est le mien, en fait, de projeter quelque chose de possiblement angoissant, sur ce monde-là, c'est venu presque malgré moi, en fait. Et je me suis rendu compte aussi, et ça je ne m'attendais pas, à quel point les spectateurs ou certains spectateurs ont projeté autant une menace sur ces jeunes filles, ce que le titre sans doute induit, parce qu'ensuite innocence, il va y avoir une perte de l'innocence, voilà, ce qui est vrai, mais... Est-ce que tu penses que ce regard-là, il a participé à une réception compliquée du film quand il est sorti à l'époque, en 2005 ? Disons que oui, en France, ça a été un peu... En fait, déjà, je pense que les gens, disons les journalistes, puisque c'est d'abord les réactions ont été perplexes. Je pense que c'était un peu bizarre, ce film, qui était pas un film commercial, pas un film habituel au cinéma d'auteur du paysage français. Et effectivement, le fait que ce soit un monde de petites filles, il y avait à la fois un côté, ça peut pas être sérieux, filmer des petites filles, franchement, c'est comme filmer des petits poulets, je sais pas quoi. Et c'est pas un film pour enfants non plus. Et après, oui, il y avait ce regard de certains troubles, je sais pas, sur le corps de ces petites filles qui m'a vraiment un peu surpris, choqué. Mais c'est drôle parce que le film après est sorti en Angleterre, il est sorti aux États-Unis, et les gens avaient un regard, j'ai eu beaucoup plus sur le genre. Enfin, je veux dire, qu'est-ce que c'est que l'éducation des filles, qu'est-ce que c'est grandir comme une fille, voilà, ils ont beaucoup plus compris ça comme ça, ce qui était plutôt
plus ou moins l'intention. Après, je voulais pas faire un film de message, je voulais faire ressentir les émotions, les sensations, le monde en fait de ces enfants. Et donc, tu as travaillé avec beaucoup de petites filles pour ce film-là. Et ce qui m'impressionne beaucoup, en fait, c'est la direction d'acteurs dans le film. Parce que je trouve qu'au cinéma, c'est parfois très dur de faire jouer les enfants et de leur faire avoir l'air de vrais enfants. Et je trouve que dans ce film-là, ça se ressent particulièrement bien. Et comment ça s'est passé un petit peu pour diriger toutes ces petites filles? Quelles indications tu leur donnais? Comment ça se passait? Oui, ça n'a pas été tout le temps facile. Alors, ce qui était à la fois très excitant comme projet, c'était effectivement de faire tourner des enfants. Elles avaient entre 6 et 11 ans, donc les plus petites, elles avaient 6 ans, les plus grandes 11 ans. Celles de 11 ans, on avait l'impression que c'était presque des actrices et c'était beaucoup moins difficile. Mais en fait, d'une part, j'ai cherché des enfants, je ne voulais pas qu'elles aient déjà joué dans des films. Bon, il y en a quelques-unes qui avaient fait des choses, mais les principales non. Ça, c'était important parce que je ne voulais pas qu'elles aient un peu les tics ou les réflexes que les enfants, qu'on fait jouer au cinéma, acquièrent très vite. Et d'ailleurs, nos enfants, sur le tournage, au bout de... elles avaient tout de suite pris certaines habitudes, on va dire. Je voulais qu'elles aient une sorte de maladresse. Voilà, je cherchais un peu des formes de maladresse chez elles qui soient dues au fait qu'elles ne sont pas habituées à... Et en même temps, la mise en scène, c'était beaucoup de les mettre, de les épingler dans le cadre, un peu comme les papillons dans les watts, parce qu'on faisait, c'était des cadres fixes, on leur donnait des positions, en plus on leur donnait un costume qui n'était pas du tout quelque chose, le genre de vêtements qu'elles portaient évidemment habituellement, donc ça les mettait dans une certaine rigidité, on va dire, que vous avez sûrement remarqué. Et en même temps, je trouvais que justement cette rigidité, cette maladresse, les plans sont assez longs pour leur donner le temps aussi d'être un peu elles-mêmes finalement à l'intérieur de ce cadre. Donc on a un peu travaillé comme ça. J'avais conscience qu'il fallait pas que je donne beaucoup de dialogue à ces petites filles. Et donc j'avais dit, excusez-moi, j'ai un rhume, alors je suis obligée de me bouger. Pardon. Voilà. Non, donc oui, je voulais surtout pas qu'elles apprennent les dialogues. Alors j'avais dit aux parents et puis, enfin, de manière générale aux enfants, j'avais dit s'il vous plaît surtout, bon, bien sûr. Alors je leur ai raconté l'histoire par morceaux, enfin l'ensemble de l'histoire, c'est-à-dire les faits. En fait, je faisais pas une interprétation, je leur disais aussi ce qu'elles auraient à faire, etc. Les parents, bien sûr, ont lu les scénarios. Et en fait, le premier jour du tournage, je me suis aperçue que les grandes, elles avaient appris par cœur tous les dialogues, non seulement les leurs, mais ceux des autres. Donc c'était assez... Et puis qu'elles les récitaient, quoi, du coup. Et du coup, j'ai compris voilà, qu'il fallait... Alors, je me suis mis à changer les dialogues, à en enlever, ce qui les a déconcertés. Mais du coup, ce qui a créé quelque chose, pour moi, en tout cas, de plus naturel. Et j'ai enlevé le maximum de dialogue. Et je me suis dit, si elles n'y arrivent pas, ben, je les mettrai de dos. Et puis... Voilà, puis elles n'ont pas toujours besoin de parler. Donc on a été dans moins comme ça. Et après ce qui était très amusant, c'est qu'elles prenaient, enfin, ce qui était important pour elles, c'était ce qui se passe sur le tournage, la réalité d'un tournage. C'était très bien pour elles d'être en groupe d'enfants, de ne pas être un enfant seul au milieu d'adultes qui jouent. C'était aussi dans la campagne. Donc ça a aidé. Mais c'est vrai que les petites, en fait, elles faisaient que ce qu'elles voulaient, quoi. Donc il fallait trouver des ruses pour leur faire un peu, se mettre dans les positions ou regarder là où on voulait qu'elles regardent. D'ailleurs, elles n'arrêtent pas de regarder la caméra. Mais bon, voilà, c'est comme ça. C'est très amusant, en fait, toute cette place que tu laisses au jeu ou aux scènes de jeu dans l'économie du film. C'est-à-dire que à plusieurs moments, que ce soit au lac pour la baignade, que ce soit pour jouer au cerceau. En fait, il y a plein de moments de pause comme ça où on voit juste des enfants jouer. C'était quelque chose que tu avais déjà envisagé en écrivant le scénario ou c'est quelque chose qui t'a été imposé du fait de diriger des enfants? Non, c'était déjà dans le scénario le fait que ça se passait par des jeux. Bon, il y a les petites séquences de classe, on va dire. Et puis la grosse majorité du temps, elles sont entre elles en train de jouer. Et c'est ça aussi qui me plaisait parce que moi je me dis quand on est enfant, c'est de ça dont je me souviens beaucoup. C'est des jeux qu'on faisait entre nous et c'est ça qui m'intéressait. Et aussi comment elles se comportaient les unes par rapport aux autres. Ou,
pas, le type de jeu. Ouais, et c'est là où je trouvais qu'il y avait de la vie, et c'est ça qui me plaisait dans le fait de filmer un film avec des enfants, c'est de les regarder jouer, quoi. Même si c'était des jeux dirigés, et puis avec un côté rituel, quoi. Finalement, c'est pas tout à fait naturel tout ce qu'elles font. Enfin, quand elles sont dans l'eau aussi, elles font ce qu'elles veulent. Mais on parlait des enfants, tu as aussi évoqué cette idée de l'inquiétude, du côté un peu étrange qu'on retrouve dans le film. Et je pense qu'il y a quelque chose, peut-être on pourrait parler, qui me semble être une des clés pour comprendre, c'est pas le mot que je voudrais utiliser parce que je pense pas que ce soit un film où il faille comprendre quelque chose, mais peut-être pour mieux le recevoir, c'est souvent quand on te pose des questions, qu'on te pose des questions sur tes références, c'est pas que tu bottes en touche, mais tu dis plutôt être inspiré de façon un peu passive par tous les films que tu as vus, par des images, etc. Mais moi quand je vois ce film-là, il y a un film qui me vient en tête, c'est L'Esprit de la ruche de Victor Vérité, qui est un film des années 70. Et je vais revenir à quelque chose, attention. C'est un film qui se passe dans les années 40, après la guerre civile. Et ce qui est très intéressant dans ce film-là, c'est qu'on ne sait jamais que la guerre a eu lieu, parce que tout est raconté du point de vue d'un enfant. Et en fait, ce qui est super intéressant dans Innocence, c'est que pareil, on a cette même chose où toute l'histoire n'est vue qu'à travers le point de vue d'un enfant. Oui, c'était vraiment ça l'idée, c'était de me mettre à leur niveau, à leur hauteur, et de ne pas savoir plus qu'elles, quoi. Voilà. Donc, effectivement, il y a aussi, du coup, il y a l'idée de... Enfin, d'ailleurs, dans la nouvelle, c'est le même personnage qu'on suit du début jusqu'à la fin. Et moi, je me suis dit, je peux pas faire ça. Je préfère scinder en 3 personnages qui, en plus, ont chacune un peu des attitudes différentes. Celle qui veut partir plus tôt et celle qui veut pas partir. Et oui, de rester à leur hauteur et d'être dans leur pas. Et c'est vrai, L'Esprit de la ruche, c'est un film absolument merveilleux et effrayant par moments et très mystérieux. Et voilà, c'est un des plus beaux films sur l'enfance que je connaisse, et aussi sur le cinéma d'ailleurs, parce qu'il y a un rapport avec un cinéma ambulant qui vient projeter Frankenstein. Et le cinéma n'est pas dans ce film-là. Oui, puis il y a aussi tout un rapport à la mort qui est très présent dans Innocence aussi. En fait, ça fait partie un peu de ce truc un peu glaçant, les petites filles qui disparaissent. Et en fait, cette notion du point de vue qui, de fait, et parce que c'est celui d'un enfant, est lacunaire, et dans l'apprentissage, il sert aussi à, je dirais, je ne sais pas si tu es d'accord avec ça, mais à insuffler une dimension fantastique dans le film. Oui, tout à fait. Aussi, c'est ça qui me plaît, d'avoir des personnages d'enfants qui ne savent pas tout et donc qui projettent leur imaginaire et qui font leurs interprétations, le lien. Alors, il y a cette idée, effectivement, que pour les tenir, en quelque sorte, on les menace de punition, lesquelles sont peut-être pas du tout réelles, comme des lunes, qui n'y croient pas, mais ça, et elles se racontent des histoires, en fait, et j'essaye aussi de garder de laisser cette ouverture aux spectateurs, de se raconter ces histoires comme s'ils étaient à la place de ces petites filles, sauf que, étant adulte, on ne se raconte pas les mêmes histoires. Oui, c'est ça, en fait, on voit le film, quand on voit pour la première fois, on voit le film d'un point de vue d'adulte forcé dans celui d'un enfant, et donc évidemment, il y a une sorte d'angoisse qui se crée de ça, mais en fait, le fait de le revoir une seconde fois ou une autre fois, donc on est débarrassé quelque part de cette attente, et donc on s'attache à beaucoup plus de détails et beaucoup plus de choses un peu merveilleuses et belles qui sont existantes dans le film par ailleurs. Et il y a une chose aussi que j'ai remarqué en le revoyant, c'est cette façon que tu as dans le film de souvent cadrer les adultes à un niveau de poitrine. On voit très difficilement leur visage en fait. Oui, c'était ça, c'était de rester dans le point de vue des enfants autant que possible, quoi. Et quand on voit quand même les visages de Marion et d'Hélène, ça aurait été exagéré, et puis elle les voit de toute façon. Mais oui, c'est tout à fait ça, c'est de cadrer à la hauteur des enfants, et en plus c'est du format cinémascope, donc on doit faire comme ça une largeur plutôt qu'en hauteur, et nécessairement on choisit de couper des choses. Et puisqu'on parle du format, on peut peut-être aussi revenir à la question de l'enfermement. Déjà, ce format-là, qui est tout en longueur, il empêche de voir le ciel, il empêche d'avoir une sorte d'ailleurs. Et comme tu dis, tu filmes les extérieurs dans ce film-là comme une prison aussi. C'est-à-dire dès qu'elle regarde vers le ciel, il est barré par des branches. Et j'aurais voulu du coup savoir comment est-ce que vous avez construit un peu ce lieu, parce que j'imagine que ce lieu il n'existe pas et que c'est des éléments disparates, et comment est-ce que vous faites tout résonner ensemble?
En effet, donc, on va dire cette école, ce lieu, c'est plusieurs endroits qui sont finalement assez similaires, mais dans un endroit il y avait le lac, dans un autre il y avait les chemins, dans un autre il y avait le bâtiment principal où on a fait les cours, et puis le théâtre qui est aussi dans un autre endroit. Oui, bon, ce qui est de la nature, finalement, c'était pas très difficile de faire une cohérence, parce que de toute façon, c'était la même région. Et il y avait cette idée, en effet, de ne pas montrer le ciel. Et donc, on n'en est pas forcément vraiment conscient, mais je pense que ça a créé un sentiment d'enfermement, d'étouffement. De même qu'au niveau des sons, on a joué là-dessus aussi, en gardant que des sons de cette forêt, de ce parc, et on n'entend absolument rien de l'extérieur. Quand on entend quelque chose, c'est un peu d'autre, c'est le grondement du train. Enfin, on ne sait pas que c'est le train au début, mais le grondement qui vient des souterrains. Et oui, c'est une façon d'enfermer. Après, les salles de classe, on a tourné dans un vrai château, mais on les a habillés, quoi. On les a fabriqués en quelque sorte. Donc on pouvait avoir comme ça une esthétique cohérente. Et voilà. Oui, et puis il y a aussi dans les sons de la nature, il y a cette image des lampadaires et surtout le bruit des lampadaires qui vient participer. En fait, il y a très peu de musique dans le film, à part la musique sur laquelle elle danse et les quelques notes de piano qu'on entend de temps en temps. On sent que la BO du film en fait, est rythmée par les bruits de nature et les bruits des petites filles et les bruits de la vie. Oui, c'est ce que je voulais en fait. Je trouvais que trop souvent la musique, elle cherche trop à nous dire ce que les personnages doivent ressentir ou ce que nous, spectateurs, on doit ressentir. Là, comme en plus elle dansait, qu'il y avait de la musique dans les cours et dans le spectacle, je me disais, ben voilà, il y a cette musique-là. J'avais envie qu'il n'y ait que des sons qui appartiennent à cet univers du film en fait. Et donc, la musique pouvait en faire partie, mais à condition qu'elle soit justifiée. Et c'est un peu aussi comme les lumières, en fait. On a, avec Benoît Deby, le chef opérateur, je lui ai demandé de ne pas du tout utiliser de projecteur. Et donc, on a utilisé que la lumière naturelle ou éventuellement les lampes. Et donc, les lampadaires qui étaient nécessaires aussi bien dans l'histoire que pour nous aussi, parce que ça permettait d'éclairer. Et voilà, donc c'était pas une forêt, c'était un parc avec des lampadaires. Et sur le son aussi, on a essayé de jouer que sur les bruits, que sur encore une fois, les sensations. Et j'avais demandé aussi au mixeur de ne pas mixer trop les voix au-dessus. Je les traitais comme des sons. Alors, voilà. Donc c'était d'avoir une espèce de continuité comme ça, de ramener les voix plus près des bruits que de les sortir trop, comme souvent on fait. Voilà, mais au niveau de l'image, le fait que ce soit du scope, ça ouvre et ça enferme. Vous tournez en lumière naturelle, mais je crois qu'il y a quand même une ou deux nuits américaines, du moins, je crois la scène où elle joue à cache-cache dans le noir, et c'est assez marrant parce qu'en fait on voit un petit peu le ciel, oui, il y a une couleur très jaune, très étrange. En fait, oui, alors, donc moi je voulais que ça ait l'air naturel parce que je me disais dans ce monde imaginaire, c'est bien que la lumière elle soit réelle, qu'elle vienne de sources réelles, etc. Et on ne pouvait pas tourner de nuit, d'abord parce qu'on ne pouvait pas tourner avec des enfants jeunes de nuit, et puis ça aurait nécessité effectivement d'éclairer un peu plus le parc. Donc on est parti sur cette idée de nuit américaine. Je me souviens que c'était un été, donc on avait tourné en Belgique et on s'était dit, on avait fait nos repérages avec les arbres étaient assez touffus quand même et on voyait pas trop le ciel. Et il s'est trouvé, et puis on se disait souvent il fait gris, peut-être qu'on va avoir de la pluie, puis en fait il a fait beaucoup de soleil. Donc il y a des taches comme ça. Et donc ça a rendu cette nuit américaine très artificielle. Et puis finalement c'est un peu onirique et voilà, c'est vraiment pas du tout naturel en effet. Et en fait, ça empêche un petit peu de savoir à quel moment de la journée on est. Et ça, j'en arrive à un autre point, c'est l'impossibilité de se situer dans le temps. En fait, on ne sait pas vraiment. On a l'impression qu'on est dans les années 60-70. En même temps, quand on sort, on se dit mais ça pourrait être oui en 2005. Et ça faisait partie aussi, j'imagine, de ce que tu voulais faire. Oui, c'est un peu, voilà, c'est une fable, c'est un conte, ça me plaisait que ce soit un peu, on va dire, comme intemporel. Et c'est aussi ça, du coup, peut-être la chose avec la musique. Donc on a utilisé de la musique classique, 19e siècle, et je me disais, bon voilà, ça peut être assez intemporel. Elles sont habillées,
elles sont habillées plutôt années 60-70, quoi. J'ai l'impression d'avoir... j'avais pas d'uniforme blanc quand j'étais petite, mais on portait des jupes comme ça, quoi. Et donc, il y avait un peu cette idée, début des années 70, et à la fin, quand elles sortent, voilà, on a habillé les gens un peu comme ça, donc on les voit pas trop, donc on sait toujours pas très bien. C'est peut-être pas aujourd'hui, mais après tout, ça pourrait être aujourd'hui, je sais pas. Après, voilà, il y a cette espèce de train, escargot, mais bon. Le film a une structure, la narration du film est assez étrange. Cependant, elle est régie, j'ai l'impression, par deux principes. Le premier, ce serait le principe du cycle. La structure du film, on disait, elle est donc régie toujours par cette idée donc du papillon, de la chrysalide, du serpent, dans la mue du serpent, l'eau qui passe par plusieurs états. Et puis il y a aussi ce truc très intéressant des petits rubans dans les cheveux. Oui, c'est ça, c'est un cycle. En fait, on commence avec une qui arrive. On n'a pas vu celle qui vient de partir. Il y a une petite allusion à celle qui est partie. Et après, il y a, voilà, à la fin, Iris, elle a changé de couleur de ruban parce que maintenant il y a une nouvelle, etc. Et c'est comme un cycle sans fin. Voilà. On pourrait faire Innocence, je sais pas, 2001, 2002, 2030, etc. Et il y a aussi le cycle de la nature. J'aurais beaucoup aimé filmer aux 4 saisons. C'était compliqué. On a essentiellement tourné en été, puis un tout petit bout en hiver pour faire quand même les saisons. Et on simule un peu le printemps. Voilà, le printemps-été un peu défini comme ça. Et puis après, il y a le truc très rituel, effectivement, des rubans. Et je pense que ça, c'est un truc, c'est très 19e siècle. Ça vient... Je sais plus, je crois que c'était pas dans la nouvelle, je me souviens plus maintenant s'il y avait des rubans, mais ça me paraissait logique. Ça, c'est assez 19e et c'est le côté un peu gothique. Voilà, puis je trouvais que ça allait bien avec ce monde, les filles et les rubans. En tout cas, moi, dans mon enfance, c'était important les rubans. Voilà. Et donc, oui, c'est rituel en fait, et même de jeux, les rituels qui sont des jeux, les règles qu'elles apprennent. Et qu'elles apprennent les unes aux autres et comment ça circule, quoi. Pour le truc des rubans, peut-être je peux apporter un élément de réponse, mais c'est aussi un principe qui existe vraiment et qui est utilisé par exemple à l'école de filles de Saint-Cyr, qui avait été créée par Madame de Maintenon en 1680-1686, et en fait, qui est une école destinée aux jeunes filles dont les parents avaient été tués pendant la guerre, les jeunes filles de noblesse un petit peu qui tombaient un peu en décrépitude. Donc, toutes ces filles, jusqu'à maintenant, je crois, jusqu'à récemment, avaient des systèmes de rubans en fait pour les départager en tranches d'âge, quoi. De toute façon, oui, les couleurs, c'est souvent utilisé dans l'éducation. Et c'est drôle que tu parles de ça parce que au moment où j'ai fait mon film, peut-être c'était juste un peu avant, Patricia Mazui a fait ce film Saint-Cyr, en fait, qui parle de cette école. Et avec les rubans, je me souviens, et je me suis dit, merde, le film a déjà été fait, en fait. Et le deuxième élément sur lequel je voulais revenir, on a parlé de la structure du cycle, mais il y a peut-être une autre structure, si on peut appeler ça une structure, mais c'est l'idée que dans vos films, la narration, elle est aussi emmenée par l'exploration et la cartographie des lieux. On voit beaucoup d'enfants explorer. Là, on voit la petite Iris quand elle explore le bâtiment dans le noir, dans Révolution, le petit garçon qui va explorer l'hôpital. C'est souvent des choses qu'on retrouve dans vos films. Des films. Oui. En fait, c'était presque inconscient de le construire comme ça, aussi parce que peut-être c'est venu de cette nouvelle où en fait c'est un lieu avec ses règles, avec des choses qu'on découvre au fur et à mesure. Mais je me rends compte que j'ai fait ça après, que je fais ça dans mes films, ça remplace la dramaturgie, les lieux remplacent la dramaturgie, si on peut dire. Et à chaque lieu est associé comme un événement ou un personnage ou une émotion ou quelque chose comme ça. Et en effet, c'est par des formes d'exploration ou de découverte que pour moi l'histoire avance, quoi. Et je mentionnais évolution, ça me fait penser à autre chose. On a évoqué un petit peu le rapport au corps. Il y a aussi un certain rapport au corps qui traverse un peu ta filmographie. C'est celui du corps sous contrainte, du corps qui est un petit peu dépossédé. Dans Irwig,
c'est l'idée de ce dentier ou de cet appareil dentaire un peu étrange. Dans Évolution, c'est l'idée de la mutation. Ici, il y a quelque chose de l'ordre de la puberté, donc il y a une sorte d'idée de peur du changement du corps. Et en même temps, tu travailles aussi beaucoup autour des thèmes des institutions comme à l'école, l'hôpital, et qui sont des structures en fait de contrôle du corps. Oui, effectivement. Donc là, c'est l'école. Les petits garçons, ils ont moins de chance, ils vont à l'hôpital. Oui, je me rends compte, voilà, au début c'était un tout petit peu inconscient, mais qu'il y a cette idée de soin qui peut être aussi une forme de maltraitance. Est-ce que l'éducation c'est un dressage? Est-ce que, voilà, c'est un peu autour de ça. Je pense aussi qu'elle a le travail peut-être de Védkine parfois, et voilà, et dans ce film j'ai pensé à ça, et ça m'intéressait cette idée aussi d'obéissance qu'on réclame à ses enfants. Et là, voilà, quand Marion dit l'obéissance, le seul chemin qui mène du bonheur au bonheur, et que elle a l'air bien malheureuse, et elle a peut-être bien obéi, on ne sait pas. Enfin voilà, ça m'intéressait de tourner autour de cette notion. C'est vrai que dans Évolution, c'est des médecins, des infirmières et des mères qui s'occupent de leurs enfants, pas pour leur faire du mal, mais pour faire quelque chose. Elles attendent quelque chose, et c'est bien sûr aussi une forme de violence. Et dans Earwig, la petite fille qui n'a pas de dents et à qui on met ce dentier, cet appareil, on le fait avec douceur et soin, mais c'est aussi bien sûr une contrainte, une maltraitance. Ouais. J'avais vu dans un entretien, tu disais, c'est un peu en rapport avec cette idée d'obéissance, que justement tu n'avais pas fait un film avec des filles plus âgées, parce que sinon elles auraient eu envie de s'enfuir. Oui, c'est ça. Donc, je me suis dit, ça ne marcherait pas si elle, d'ailleurs, Alice, qui est une des plus âgées, elle saute le mur. Et je me suis dit, mais en fait, les adolescentes, elles se rebelleraient et elles feraient le mur tout le temps. Et donc, ce serait une autre histoire. Et je me suis dit, peut-être ça marche, l'idée d'être obéissante, ça marche mieux avec des enfants, en fait. En tout cas, je me suis raconté ça. Et ouais. Avant peut-être de vous passer la parole, si vous avez des questions, j'aimerais revenir sur quelques points, peut-être de matière un petit peu plus triviale, mais ça m'intéressait aussi de savoir, puisque là tu viens de sortir ton 4e long métrage mercredi dernier, La Tour de Glace, et je disais en introduction que c'était intéressant de revoir Innocence, parce que c'est 20 ans après. La Tour de Glace, c'est 20 ans après, c'est 2 films avec Marion Cotillard. Je faisais la réflexion avec une collègue que dans ce film-là, il y a une petite Bianca, et dans le nouveau, il y a aussi une petite Bianca. Donc c'est 2 films qui semblent se répondre quelque part. Et ma question est la suivante, c'est dans les années, je crois que c'est dans les années 80-90, tu fondes avec Gaspard Noé les cinémas de la zone, qui est donc une société de production, et c'est la société de production qui va financer les premiers courts-métrages de Gaspard Noé et ton premier court-métrage, La bouche de Jean-Pierre. Et cette idée de fonder sa propre structure pour financer ses premiers films, je me demandais d'où est-ce qu'elle venait. Est-ce qu'elle vient de l'envie d'avoir une forme de liberté sur ce que tu as envie de produire, sur ce que tu veux faire, ou alors est-ce que c'est une réponse face à un manque de considération pour les films que tu veux faire dans des structures de production normales? En fait, avec Gaspard, on a monté cette boîte tout de suite après avoir fini par l'école. En fait, moi, j'ai fait l'IDEX, c'était un peu ce qu'il y avait comme école avant la FEMIS. Et Gaspard, il avait fait Louis Lumière. Et après l'école, on s'était dit qu'on allait faire des courts-métrages, et on avait l'impression que, surtout à ce moment-là, c'est-à-dire au début des années 90, qu'il n'y avait pas tant de sources de financement pour les cours, mais il y avait notamment, par exemple, les programmes courts de Canal+, qui à l'époque étaient assez richement dotés, on va dire, et qui ont mis un peu le pied à l'étrier à plein de réalisateurs. Et on s'était dit, à la fois orgueilleusement que voilà, que si c'était les films courts, on pouvait les produire soi-même, et comme ça on ferait ce qu'on aurait envie de faire. On n'avait pas encore été tellement confrontés à des refus, parce qu'on s'était dit ça assez vite. À l'époque d'ailleurs c'était amusant, parce qu'il y avait Luc Moulet qui aidait les réalisateurs, les jeunes réalisateurs à monter une structure de production sans apport financier. Donc il expliquait comment faire, c'était un GIE, voilà. Et puis, on était allé le voir, et puis, je ne sais pas, on avait dû lui donner 50 francs à l'époque, et il nous avait expliqué quelques trucs, et comment monter la boîte, et aussi comment se débrouiller pour ne pas payer tel truc et telle chose. Voilà, donc, merci Luc Moulet. Grâce à Luc Moulet, les cinémas de la zone ont existé.
Et effectivement, on a fait des films qui, je pense, on n'a pas beaucoup essayé avec des producteurs à ce moment-là. Enfin, en tout cas, Carme, le film de Gaspard, de 40 minutes. Et puis La bouche de Jean-Pierre que j'ai fait après, qui projeté tout à l'heure, qui fait 50 minutes. En plus, c'est des films longs pour des cours. Je ne sais pas si... Je pense qu'on aurait eu beaucoup de mal à trouver des producteurs peut-être pour se lancer là-dedans. Nous, on s'est un peu lancé, tête baissée, sans trop réaliser. Ça nous a pris des années d'arriver à les faire, à les finir. Et d'ailleurs, Gaspard, après Cannes, donc il a eu un certain succès en ce festival. C'est un film qui a été vu, et après, les gens lui disaient, effectivement, les producteurs lui disaient, bah, c'est bien, maintenant, on peut te produire un film normal. Tu vas pas, c'est bon, tu as fait ton truc à toi, mais c'est super, tu as du talent, mais voilà. Et du coup, c'est aussi comme ça que c'est avec les cinémas de la zone qu'on a produit Seul contre tous, qui au départ on l'a fait comme un court-métrage en fait, enfin comme un moyen-métrage qui finalement s'est révélé un long. Et en effet, c'est parce que là, pour le coup, ils ne trouvaient pas de producteur, et c'est de nouveau les programmes courts au départ qui ont aidé, etc. Donc, et aussi avec l'argent du CNC un peu, voilà. Et donc ça c'est vrai. Après, on s'est quand même rendu compte que c'était un vrai métier d'être producteur. Et puis on a passé pas mal d'années finalement à faire ces 3 films, Carme, Seul contre tous, La bouche de Jean-Pierre, qu'on a fait un peu, voilà, ensemble. On a fait un peu tout nous-mêmes dessus. On attendait que les gens soient libres pour aller tourner un week-end, etc. On a eu la chance que ces films-là aient eu une forme de succès, soient reconnus, et voilà. Mais après, sur nos longs métrages, on n'était que coproducteurs éventuellement, mais on s'est dit que c'était pas notre métier en fait, qu'on voulait pas être producteur. Mais ça nous a aidé à commencer, et peut-être on n'aurait pas réussi autrement. Et comme tu disais, en plus, Innocence, donc c'est presque 10 ans après la bouche de Jean-Pierre, donc ton premier court-métrage. Et en fait, comme tu disais, c'est aussi parler de quelque chose de différent, de parler de bande de petites filles. Et c'est aussi un film qui comporte très peu de dialogue, qui a un rythme assez long. Et j'imagine que essayer d'aller pitcher ça à un producteur en 2005, ça devait être quand même assez difficile, sachant que le film a eu aussi une sortie un petit peu compliquée, même s'il a eu quand même du succès international. Oui, alors en fait, finalement, Innocence, ça n'a pas été si difficile à monter. C'est Patrick Seligman de Ex Nihilo qui l'a produit. Et en fait, ça n'a pas été si difficile, je pense aussi, c'est parce que d'une part, les premiers films en France sont pas mal soutenus, sont pas mal aidés, en particulier le CNC, ou pas que, où il y a une curiosité pour les premiers films. Et alors, en fait, La bouche de Jean-Pierre avait eu un vrai écho, en fait. Bon, c'était un moyen-métrage, donc il n'y a pas eu une carrière commerciale, mais il avait été à Cannes, à certains regards, enfin c'était vraiment, voilà, il y avait une vraie exposition, et les gens, disons, dans la profession avaient vu ou entendu parler de La bouche de Jean-Pierre, et un certain nombre, les mecs, etc. Et donc, bon, Innocence, c'est autre chose, parce que La bouche de Jean-Pierre, c'est plus dans le réel, et là, je suis allée vers quelque chose de plus onirique, on va dire, ou de, je sais pas, de peut-être plus difficile à mettre dans une case. En tout cas, ça n'a pas été si difficile de faire Innocence, et aussi on a fait en grande partie avec de l'argent anglais, parce que je pense que ça c'est quelque chose que les Anglais ont un peu mieux compris peut-être que les Français, et d'ailleurs la sortie du film à l'étranger l'a prouvé, en Angleterre, aux États-Unis, aussi au Japon. Au Japon c'est encore autre chose, mais le film a été vu, je dirais, plus naturellement et plus positivement. Mais la vraie difficulté, ça a été pour moi la très grande difficulté, ça a été après Innocence, parce qu'en effet, quand c'est sorti, non seulement ça n'a pas marché, mais les retours en France, c'était sur la presse, disons, c'était, même s'ils aimaient, enfin, ils ne savaient vraiment pas quoi penser du film, quoi. Et au fur et à mesure, il y a eu, effectivement, le film, il a existé sur la durée, il a existé ailleurs, les gens l'ont peut-être revu plus tard, et voilà, je suis d'abord très heureuse que, par exemple, le film, il est projeté ici, à la Cinémathèque aujourd'hui. Il y a pas mal de gens, finalement, qui en ont entendu parler ou qui l'ont vu, des générations de gens plus jeunes et tout ça.
Voilà. Mais effectivement, après Innocence, ça a été un peu la traversée du désert. J'ai mis 10 ans en fait à réussir à faire un autre film. Et je pense que la difficulté aussi pour le deuxième film qui est Évolution, c'est que c'est aussi un monde avec des enfants, mais c'est pas un film pour enfants. C'est un film un peu plus de genre, un peu. Je m'étais dit, je trouvais qu'il était plus narratif et plus classique qu'Innocence, mais quand même pas assez. C'est pas un film de genre au sens plus commercial. C'est pas un film d'auteur classique. C'est avec des enfants qui ont fait des choses bizarres. Et je pouvais pas mettre des acteurs connus, très connus, dans le film parce que voilà, parce que ça s'y prêtait pas, que les personnages principaux c'est les enfants. Donc, et c'est un film où il n'y a pas beaucoup de paroles, qui est un film visuel, d'ambiance, qui existe par le cinéma et pas par le scénario, même bien sûr qu'il y a un scénario et qu'on a soigneusement travaillé ça, on en parlera demain avec Alanté, mais voilà, donc oui, ça a été très très difficile. C'est comme si j'avais rien fait en fait après Innocence, et j'avais aussi l'impression que le système de financement du cinéma d'auteur français, bon voilà, c'est un système, on va dire, qui se veut démocratique et qui l'est, parce que c'est des commissions, etc., mais que c'est souvent des choses plus consensuelles forcément qui passent. Et enfin voilà, donc c'est vraiment entre les deux films que ça a été difficile, mais pas tant pour faire Innocence, bizarrement. Excusez-moi. Et on pourrait se dire que peut-être les années passent et les gens ont peut-être un nouveau regard sur tes films. Il y a peut-être aussi un espace qui s'est créé pour les produire maintenant. Est-ce que, parce que dans ton dernier film, dans La Tour de Glace, on voit quand même que tu penches vers quelque chose de plus narratif, de peut-être plus grand public, sans vraiment trahir ce qui fait un peu l'essence de ton cinéma et qu'on retrouve un peu dans tous tes films. Il y a quand même cette idée de s'ouvrir à quelque chose un peu plus grand public. C'était une de tes volontés premières ? Oui. En fait, je ne sais pas si c'est tout à fait réussi, mais oui. En tout cas, le film d'avant, Irwig, c'est un film, enfin, je suis très heureuse, enfin, voilà, comme tous les films, je vois tous les défauts et c'est très douloureux de les regarder d'une certaine façon, mais en même temps, j'ai toujours fait les films que j'ai eu envie et on m'a laissé libre de les faire et ça, c'est génial. Et donc, Irwig, c'est un film qui est beaucoup plus, voilà, qui pour le coup, on est vraiment dans la tête de quelqu'un qui est comme dérangé, et le film, il a une logique c'est raconté comme un cauchemar, avec une logique onirique de cauchemar, où voilà, c'est très, pour le coup, c'est souvent très mystérieux et tout ça. Et c'était vraiment. Et après celui-là, oui, j'ai eu envie d'aller vers quelque chose de plus simple, de plus linéaire, si on veut, et de plus ouvert sur plus de gens, comme diraient les producteurs. Et aussi peut-être ça renoue un peu avec La Bouche de Jean-Pierre, qui là, pour le coup, est un film très, très linéaire, très simple. Bon, c'était aussi les moyens, vraiment tout premier film que je faisais. Donc, et puis j'avais envie de partir de quelque chose, d'un point de départ qui pourrait parler plus facilement à plus de gens, qui est une adolescente qui fait une fugue parce qu'elle veut, voilà, elle étouffe là où elle vit, et puis elle veut connaître la vie, le monde des adultes, tout ça. Voilà, après, j'ai fait comme j'ai pu, mais, oui, c'était un peu l'idée, ouais. Voilà. J'ai oublié de poser cette question au début. Qui voyait le film pour la première fois ? Est-ce que vous pouvez lever la main ? Ah oui, donc pas mal de monde, c'est vraiment super. Vous pouvez baisser la main. Et maintenant, ceux qui veulent lever la main pour poser des questions, on peut vous faire passer un micro, n'hésitez pas. Bonjour, et merci pour ce film que, comme beaucoup, je découvrais aujourd'hui. Il m'a fait penser, vous me direz si je me trompe, à deux autres films où il y a aussi une institution dans laquelle se trouvent des jeunes filles, sauf que ce sont des adolescents, donc c'est différent. Et les deux films auxquels je pense, c'est Les Proies, dans la version, je crois, vous me corrigerez, de Don Siegel. Peut-être je me trompe, là, vous me corrigerez. Et surtout, Suspiria de Dario Argento, parce que ça se passe vraiment dans une institution et où il s'agit d'apprendre la danse. Évidemment, c'est un film de genre qui s'enracine dans le cinéma fantastique de manière totalement explicite, mais il me semble quand même qu'il y a des espèces d'échos, en particulier
d'ailleurs de manière étrange sur la lumière, puisque dans Suspiria, c'est que sont que des lumières artificielles, à l'encontre de celui que vous avez fait. Et il me semble, j'ai un très vieux souvenir de Seul contre tous, de Gaspard Noé, j'ai vu il y a très longtemps, quand il est sorti. Et il me semble qu'il fait une référence à Dario Argento à un moment. Donc peut-être, est-ce qu'il y a des résonances comme ça, ou je dis n'importe quoi? Non, vous dites pas du tout n'importe quoi, et c'est drôle. Alors, les proches, j'ai pas du tout pensé à ce film, que je connais en effet, mais j'ai pas du tout pensé pour mon film. En fait, Suspiria, qui est un film que j'adore, et j'aime vraiment beaucoup les films de Dario Argento, en fait, Dario connaissait cette nouvelle de Vetkin, et il semble qu'il s'en soit un peu inspiré, et d'ailleurs, il voulait faire Suspiria avec des enfants, ce que ses producteurs lui ont refusé. Et oui, l'école de danse, en fait, Vetkin, peut-être qu'il s'est inspiré du côté Anoum de la théosophie, c'est pas comme ça, je suis fâchée avec les noms, ça va me revenir. En fait, c'est un endroit en Suisse, en fait, où il y a eu je entends quelqu'un qui dit de Steiner, merci beaucoup. Voilà, de Rudolf Steiner, et en fait, c'était un endroit effectivement où ils ont, on va dire pour aller rapidement, qui était une sorte d'école d'université avec différentes disciplines autour un peu de mêmes éléments et qui pouvaient être vus, et c'est le cas en fait, chez Dario Argento, apparemment la mère de sa femme, donc qui a coécrit le scénario de Suspiria, connaissait cet endroit et prétendait qu'il y avait des sorcières, etc. Voilà. En tout cas, ces utopies auxquelles appartient aussi Rudolf Steiner et cet endroit en Suisse, ce côté à nous, où en fait on cherchait faire d'autres enseignements, etc. Là, je vais très vite sur Rudolf Steiner, mais pour dire effectivement qu'il y a un lien à travers Rudolf Steiner et le côté à nous, notamment entre Suspiria et mon film, parce que je pense que Vetkin connaissait ces endroits et que ça faisait partie justement un peu de ces idées d'enseignement un peu différents, et voilà. Et donc voilà, je sais pas, je pense pas qu'il y ait de Dario Argento dans Seul contre tous. Voilà, en tout cas, oui, il y a un vrai lien avec Dario Argento. Et l'autre chose, c'est drôle que vous n'ayez pas mentionné Picnic à Jim Rock, parce que c'est l'autre. Alors, c'était moi le seul film où je me disais, oui, c'est un groupe de filles. Bon, là, en effet, c'est aussi des adolescentes qui sont en plus habillées en blanc dans la nature, et ce rapport mystérieux un peu. Enfin, c'est encore autre chose, c'est un film qui est franchement fantastique. Mais voilà, disons que Picnic et. Alors, Suspiria, je ne me suis pas inspirée de Suspiria, mais j'ai appris plus tard, effectivement, que lui s'était peut-être inspiré de la même nouvelle, et donc, oui, il y a des passerelles. Bonjour, je connaissais de vous que La bouche de Jean-Pierre, que j'ai vu il y a 30 ans au moins facile, et c'est marrant que vous parliez de Picnic à Grotte, parce que justement je voulais vous en parler, ces robes blanches et cette innocence de ces jeunes filles. Tout de suite ça m'a fait penser à ce film de Peter Weir, mais j'ai pensé aussi à Lynch forcément, parce qu'il y a des plans fantasmagoriques, un petit peu curieux, et un travail sonore qui m'a fait beaucoup penser à Lynch, et le souterrain qui m'a aussi fait penser à La jetée de Chris Marker. Oui, merci pour ces magnifiques références. Je suis contente que ça vous fasse penser à ces films. J'aime énormément David Lynch. J'ai découvert David Lynch évidemment avec Razorhead, et ça a été un grand choc pour moi, ce film. Je pense que c'est le film de lui qui m'a le plus marqué. Et son travail sur le son, en effet, et le rapport au mystère du monde. Donc quand j'ai fait Innocence, je n'ai pas pensé spécialement à Lynch au sens de chercher à faire des choses comme lui ou de prendre des choses chez lui. Je pense que ça m'a tellement marqué, Razorhead, que oui, certainement, et même Blue Velvet, bien sûr, et ses autres films. Bon, après, les autres films sont aussi après, que peut-être malgré moi, les choses sont ressorties,
voilà, je suis très heureuse qu'on me dise que ça veut penser à du Lynch, mais oui. Et La Jetée, je n'aurais pas pensé, mais peut-être, oui. Le souterrain. Ah oui, oui, oui. Après, je pense qu'il y a le thème du souterrain doit être, ça doit se retrouver dans d'autres endroits, dans d'autres films, y compris dans des films, beaucoup dans le cinéma fantastique, je pense, et les films de vampires. Et à la fin du film, je vois que vous dédiez le film à Gaspard, et comment ça se passe entre vous deux? L'un influence l'autre, vous discutez des projets, comment ça se passe? Non, on est très secret par rapport à l'autre. Oui, on discute beaucoup des projets. Voilà, on travaille plus ensemble. On avait fait ça pour nos premiers courts-métrages parce qu'on les a fait nous-mêmes tout seuls avec très peu d'argent. Après, on n'a pas travaillé ensemble parce que ni lui ne voulait cadrer mes films, ni moi monter forcément ses films. Mais effectivement, on parle beaucoup, on lit ce que l'autre écrit, s'il écrit, parce qu'il n'écrit pas beaucoup, mais enfin, plus maintenant, il a écrit. Voilà, et là, sur ce film, en fait, il m'a aidé à un certain nombre de choses, et du coup, c'était une façon de le remercier. Ouais. Et quand on parle de Gaspard Noé et de Dario Argento, on peut penser qu'à Vortex. Oui, absolument. Il m'a volé l'idée de faire jouer Dario. Ah. Mais il a bien fait, parce qu'il le fait magnifiquement. Et oui, en fait, je pense que Gaspard, il n'est pas... Enfin, Dario, pour lui, c'est une vraie rencontre humaine. Il aime énormément comme personne et il aime son cinéma. Mais peut-être en plus, surtout à l'époque, parce que tout à l'heure, monsieur parlait de Seul contre tous, de Dario Argento. Je pense que Gaspard, il n'est pas très... C'est pas tant que ça le cinéma fantastique, par exemple, qui l'inspire. Voilà. Et au-delà de ça, Dario, oui, certainement. Voilà, c'est plus mon truc, le fantastique, on va dire, par rapport à lui. Et notamment sur Argento, moi, quand j'étais adolescente, les premiers films que j'ai vus de moi-même en allant au cinéma toute seule, c'était les giallo italiens, les films de Dario, justement, les tout premiers. Et ça m'a énormément marqué, en fait. Voilà, pour finir avec Dario. Et je me souviens, j'avais vu l'avant-première de Vortex où Gaspard Noé présentait le film. Et il avait fait un mot que je trouvais assez drôle. Il avait dit que Jean-Luc Godard avait utilisé Fritz Lang pour Le Mépris et lui avait utilisé Dario Argento pour Vortex. Voilà. Bonjour, merci beaucoup. Je viens de découvrir votre univers vraiment cette semaine avec La Tour de Glace et c'est le deuxième film que j'ai vu et je vois bien sûr voir les autres et j'ai vu quelque chose, les choses similaires en fait que j'ai pensé. Mais pardon pour mon français, c'est pas idéal, mais ouais. Le nom Bianca qui est utilisé dans les deux films, qu'est-ce que ça signifie pour vous? Et la deuxième chose, j'ai vu aussi, là il y a le moment où Iris voit la chose qu'elle ne doit pas voir. Elle monte l'escalier, elle voit mademoiselle qui est avec le médecin ou quelque chose. Et dans La Tour de Glace, il y a le moment pareil que j'ai remarqué. Est-ce que c'est la référence que vous avez pensé de faire entre les deux ou c'était juste inconsciemment? Oui, c'est venu un petit peu spontanément. Enfin, sur le nom de Bianca, en fait, dans celui-ci, en fait, bon, il y a cette histoire des couleurs de ruban. Donc la dernière, elle est violette, mais je me disais, voilà, l'ensemble des couleurs, ça donne le blanc. Donc, je sais pas, j'ai pensé au blanc et je trouvais que j'avais cherché des noms qui soient un peu difficiles à situer au niveau de la géographie, que ça peut être des noms de français ou italiens, ou voilà, qu'on reste un peu comme ça abstrait dans l'endroit où ça se tourne par les noms. Et effectivement, c'est un peu un petit plaisir personnel d'appeler Bianca la jeune fille de la patinoire dont Jeanne voit le nom. Je ne sais pas plus que ça, mais peut-être c'est un nom. C'est le blanc, bien sûr, c'est la neige dans la tour de glace. Parce qu'au début, en fait, quand j'ai écrit la tour de glace, elle s'appelait Bianca d'emblée. Et après, je me suis dit, non, on ne l'aurait pas appelée Bianca, c'est trop particulier peut-être, donc un nom très commun comme Jeanne, très joli, mais très commun.
Et après, elle vole ce nom de Bianca, mais ça ramène au blanc de la neige, quoi. Et c'était quoi l'autre question, pardon? C'était le petit moment avec Marion Cotillard. Ah oui, quand elle épie avec le médecin. Oui, c'est vrai, je pense que j'ai malgré moi une obsession avec les médecins qui font des injections. Peut-être ça vient, je ne pense pas importe où ça vient. Mais oui, et c'est encore plus mystérieux dans Innocence parce qu'on ne voit pas grand-chose, je sais. C'est bien qu'il y ait un médecin qui vienne là pour un peu aider les gens qui souffrent. Mais c'est vrai, ça revient, c'est pas totalement conscient. Enfin, j'en suis consciente à un moment, mais pour le moment, ça vient malgré moi. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonjour, mon français c'est aussi pas trop bien, mais j'essaie. Je voudrais écouter votre expérience comme une femme, comme réalisatrice, votre défi pour franchement start de cette carrière. Qu'est-ce les défis et comment avez-vous surmonté ces défis? Et aussi, si vous avez le plan pour faire un autre film prochainement. Vous voulez dire le défi de faire des films, c'est ça? Oui, le start de carrière, quoi. Ah ouais. Je ne sais pas si je fais une carrière, franchement, mais je fais des films de temps en temps, un peu plus vite ces derniers temps. C'est beaucoup de l'inconscience, comme des fois. C'est beaucoup de l'obsession. Je pense que à chaque fois, je deviens obsédée par quelque chose que j'ai envie un film que j'ai envie de faire. Après, j'ai la chance de, quand même si j'ai un peu de mal à faire mes films, ou j'ai eu un peu de mal, et peut-être j'aurais de nouveau du mal, là, les planètes se sont un peu alignées, et pour différentes raisons, les 2 derniers ont été plus rapides, mais j'ai la chance de vivre en France, où il y a quand même pas mal d'aide pour le cinéma, et de l'argent pour le cinéma, et que le cinéma est vraiment encore considéré, même si tout le monde se dit que c'est plus comme avant, que ça change, etc. Il y a quand même... Voilà, il y a quand même de l'espace pour faire des films, ou en Europe d'ailleurs, parce que mes films en fait ont pu se faire grâce à des coproductions, notamment avec l'Angleterre, pas dans le cas de la Tour de Glace, mais des coproductions avec l'Angleterre, avec l'Espagne, avec l'Allemagne pour la Tour de Glace. Donc voilà, je ne sais pas si je réponds à votre question, mais j'ai la chance d'être en France et en Europe pour faire les films que je fais, où quand même j'arrive à les faire, même si effectivement le deuxième a été très très difficile. Après, les prochains projets, je ne sais pas, parce que je suis encore un peu là, on va dire, dans la promotion de la Tour de Glace, et j'ai encore la tête beaucoup dedans, et j'ai besoin d'un peu de recul aussi pour me dire en effet maintenant vers où c'est le mieux pour moi d'aller, et je ne suis pas encore tout à fait sûre. Voilà. Oui, bonjour. J'avais une petite question. Ah, je suis là. Ici. Moi, c'est concernant votre narratif peut-être plus intérieur. Vous avez parlé du fait que voilà, chaque spectatrice ou spectateur a un peu ses idées, son imagination qui se développe en regardant ce film. On répond nous-mêmes à ces questionnements. Mais moi, je me demandais, vous, quand vous avez lu cette nouvelle pour la première fois, ou même en écrivant ce scénario, est-ce que vous avez répondu à ces questions d'emblée, très rapidement, ou même encore aujourd'hui, ça reste assez en flottement? En fait, ce qui m'a donné envie de faire le film, quand j'ai lu la nouvelle, c'est que j'ai quelque part pas tout saisi, on va dire. En tout cas, il y avait, quand je suis arrivée à la fin, et peut-être, je ne sais pas, en fait, tu disais tout à l'heure que c'était un chapitre, ou c'était parti de plusieurs chapitres d'un livre. Oui, parce qu'en fait, il y a tout un truc où Wedekind se met lui-même en scène dans le livre, où en fait, il parle de sa voisine qui vient de décéder, voisine qui lui a laissé un manuscrit qui raconte l'histoire de sa vie, donc c'est un truc un peu imbriqué. Effectivement, mais autant que je m'en souvienne, c'est un petit bout. Et après, on a l'histoire de ce fait. Donc effectivement, quand j'ai lu, j'ai trouvé à la fois très inspirant, très riche, avec plein de choses qui me semblaient très justes et tout ça. Et comme je disais tout à l'heure, à la fin, je me disais, alors qu'est-ce que c'est qui est derrière cette école, qu'est-ce que ça veut dire?
est-ce qu'il y a une explication à l'extérieur, comme une explication très anecdotique, enfin, finalement, ou un espèce de... c'est une métaphore. Enfin, et donc, quand j'étais à la fin, et donc elles sortent, et puis il y a une sorte de fontaine aussi, c'est pas tout à fait la même chose, enfin, c'est pas... Oui, c'est aussi un... Ah bon? Il n'y a pas d'explication plus que ça. Et en fait, là, ça m'a fait... Je me suis dit, ah, mais en fait, c'est pas à l'extérieur de l'explication, c'est à l'intérieur de ce qui s'est passé, finalement. Et ça m'a fait voir ce texte d'une certaine manière, et moi, je me suis projetée très fort dedans, et comme Vetkin n'était pas à côté de moi pour me reprocher de le trahir, je me suis sentie très libre de faire, en plus il était dans le domaine public, je pense, enfin, je me suis sentie très libre en fait de faire ce que j'en ai fait, donc je me suis, oui, je me suis approprié des choses et j'en ai inventé d'autres, mais toujours, je pense que ce qui je trouve intéressant dans le fait de faire des films, c'est au début on est vraiment d'écrire, quand on écrit, c'est dans le brouillard, si on commence en se disant ça y est, j'ai toutes les réponses, je vais y aller, je vois pas trop l'intérêt, c'est vraiment d'écrire le scénario, ensuite de préparer le film, de trouver des endroits. Souvent les endroits ça donne des clés, on se dit ah mais en fait cet endroit qu'on a imaginé, il peut être comme ça dans la réalité, et dans la réalité ça a un tel sens, ça a une signification, et je commence à voir des choses dans ce que je suis en train de faire, et finalement je découvre ce que raconte mon film quand je l'ai fini, et des fois même quand les spectateurs m'en parlent en fait. Bonsoir, merci beaucoup d'être là pour présenter vos films précédents, La Tour de Glace. Je suis hyper heureuse en fait de pouvoir les revoir, en tout cas les 3 précédents en salle, puisque j'ai fait une constatation, c'est que les voir chez soi sur un PC, ça rend pas du tout pareil qu'en salle. Et j'aimerais avoir un petit peu votre vue sur votre rapport au cinéma, à la salle de cinéma. Vous posez aussi la question de comment vous pensez vos images, parce qu'il y a beaucoup de plans de coupe, notamment dans vos films. On parlait beaucoup d'expériences, etc., de films très sensoriels. Donc comment vous pensez ces images, et aussi comment vous pensez votre travail au son, qui est extrêmement important. Donc dans Innocence, mais je pense aussi à Earwig, qui m'avait particulièrement marqué pour son son. Voilà. Oui, moi je pense que les films sont faits pour être vus. Dans une salle, c'est là où l'expérience sensorielle est la plus forte, forcément. Donc, comme les films que je fais, j'essaye que ce soit des expériences sensorielles. Voilà, ça paraît un peu prétentieux de dire ça comme ça, mais c'est des films de sensations, d'émotions, de ressentis, et que ce que ça raconte, ça passe par là. Donc, en effet, plus l'espace, plus le lieu se prête à ça. En plus de ça, comme c'est des films beaucoup qui ont à voir avec le rêve ou l'imaginaire, je me dis qu'est-ce qu'il y a de mieux d'être dans l'obscurité, pour voir des choses qui seraient un peu oniriques au cinéma. Aussi, bien sûr, ce sont des expériences collectives, même s'il y a 3 spectateurs dans la salle parfois, je trouve rien ne remplace la salle. Là, c'est génial de pouvoir avoir une projection en 35 mm du film. C'est pas la même sensation. Si vous avez vu le film sur votre ordinateur, forcément, on se prive de choses, même si on a des bons systèmes audio, des écouteurs, etc. Et c'est vraiment l'idée de vivre un peu dans ce monde-là, et on peut le faire un peu plus au cinéma que devant un écran de télé ou d'ordinateur. Il y a des gens qui regardent sur leur téléphone, donc et comme c'est pas dans la narration, c'est pas dans les actions, c'est pas dans la narration. Il y a une narration, je regrette quand les gens disent qu'il n'y a pas de scénario, c'est pas vrai en fait, c'est juste que ça passe pas par des tas d'événements, ça passe pas par du dialogue, ça passe par d'autres choses, des éléments visuels, sonores, etc. Et effectivement, le son, c'est très important pour moi. Pour moi, ça rend vraiment l'intériorité des personnages. On a tout le temps essayé de travailler comme ça avec les monteurs son, de rendre un peu les sensations, les émotions, et c'est peut-être ce qu'il y a de plus intime, le son, plus que l'image, et c'est ça aussi qui peut-être accroche plus les spectateurs finalement que l'image.
Donc voilà, le son, dans les scénarios, il y a plein d'indications de son. C'est pas toujours ça qu'on fait finalement, mais c'est un peu des indications. Et on cherche toujours plus ou moins de la musique. Il n'y en a pas tant, en général, pas beaucoup en général, mais un peu des fois. Mais néanmoins, quand il n'y en a pas et quand il n'y a pas trop de dialogue, ça laisse de la place pour le son. Et même le son, pas seulement le choix des bruits ou des sons, mais aussi les réverbérations, l'espace qu'on peut donner par le son, en fait. On va prendre une dernière question. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre processus d'écriture? Comment ça se passe pour vous, et du coup plus précisément pour ce film en particulier? Alors pour ce film en particulier, ça a été très facile, bizarrement, parce que j'avais un cadre qui venait de la nouvelle, en fait, et qui était une école enfermée, avec des règles que j'ai changées parfois ou que j'ai utilisées. Et puis, en effet, comme vous disiez tout à l'heure, finalement, c'était un peu intuitif. Je me suis dit, voilà, tout de suite, qu'il fallait avoir 3 personnages, 3 protagonistes, que ce serait comme un truc de relais, et qu'il y aurait des jeux et des cours. Et je me souviens d'ailleurs d'un producteur qui m'avait dit, bon, c'est quand même une accumulation de jeux, est-ce que c'est une histoire? Voilà. Donc je l'ai fait très, on va dire, je ne sais pas si c'est spontanément, mais très intuitivement et très sûr de moi, d'une certaine façon, à cause de la nouvelle, de l'effet que m'avait fait la nouvelle. Donc je me suis dit, voilà, et je ne me suis pas du tout rendu compte que d'une certaine manière, c'était pas une histoire traditionnelle, parce qu'il y avait des éléments de, voilà, le pensionnat, la découverte des mystères dans un pensionnat, si on veut, voilà, des choses qui m'évoquaient des films plus narratifs, mais sans moi mettre forcément ces éléments narratifs. Donc c'est venu assez facilement. Et après, Évolution, c'était beaucoup plus compliqué. C'est un scénario original, et je suis vraiment partie d'images, de sensations, d'images, on va dire. Et là, effectivement, je voulais vraiment construire une histoire qui fait que ces images arrivent. Donc c'est une façon peut-être pas très maligne d'écrire un scénario, mais c'était comme ça. Et on a, en fait, avec Alanté, avec qui on a écrit ce scénario, j'avais d'abord fait plein de versions et j'arrivais pas bien à le construire, on va dire, mais j'avais plein de matière. Et avec elle, en fait, on a commencé par se raconter quelles étaient les règles de ce monde-là. Là, je parle d'évolution, mais finalement, Innocence, c'est la même chose. Sauf qu'Innocence, c'est venu plus facilement, les règles, en fait. Et puis, elles étaient en partie dans le livre, et puis elles étaient en partie des choses que j'ai inventées facilement. Et dans Évolution, on s'est dit, ce qu'il faut, c'est qu'on se raconte la logique de ce monde, les règles de ce monde, et ça nous a amené plein d'histoires, de bribes d'histoires, etc. Et petit à petit, on a fait un monde qu'on a essayé de rendre cohérent dans son délire, voilà, et de le structurer finalement comme ça, voilà. Héroïque, c'est encore une autre histoire parce que c'est adapté d'un livre très très riche. Il y a beaucoup de choses dans ce livre qui s'appelle Héroïque, écrit par Brian Catling, un auteur anglais contemporain, mais qui est mort il y a 3 ans. Et là, il y avait aussi toute la situation, on va dire. Et en plus, c'était très visuel, son livre. Donc là, c'était plus facile que pour Révolution. Et avec Jeff Cox, avec qui j'ai écrit le scénario, j'ai cherché les choses qui me parlaient à moi le plus dans ce roman, et d'autres choses qui m'intéressaient moins ou avec lesquelles je me sentais. Donc on a pris des choses, et on avait déjà un peu une évolution de l'histoire, en fait. Il y avait un moment, voilà. Donc ça, c'était un autre cas différent. La tour de glace, c'est inspiré lointainement du conte d'Andersen. Donc c'est pas du tout l'histoire, mais c'est le personnage ou les personnages, et c'est un peu quelque chose du conte. Et là, j'ai un peu tâtonné pour l'histoire, mais on me pose parfois cette question sur comment ça se passe, l'écriture. Je peux dire, comme les autres, je sais pas. Mais je parle beaucoup d'images, de détails, des détails visuels, des détails de son par lesquels se racontent les choses, en fait. Et
Les décors, je pense, m'inspirent beaucoup et je les mets comme des éléments dramatiques, je suppose, un peu, voilà, de dramaturgie, je veux dire. Voilà. Lucille, merci beaucoup. On te retrouve tout à l'heure à 19h pour présenter tes courts-métrages, donc La bouche de Jean-Pierre, Denatura et Nectar. Enfin, pas dans cet ordre-là, mais voilà, dans un autre ordre, donc à 19h. Et tu reviens demain pour présenter donc Évolution avec Manu Dacos et Alante Cavaite, oui. Et Earwig avec Julia Iribarria et Ken Yasumoto. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup. Merci à Tom en cabine pour la projection en 35, vous pouvez les applaudir aussi.